Je renouvelle mon bonjour. Bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième webinaire de ce cycle de 21 activités. Nous en avions 20 encore hier matin. Une 21e s'est rajoutée dans la journée d'hier. Une activité qui se déroulera dans la deuxième semaine. Ce webinaire porte sur la boîte à outils de la formation pour planifier son cours. Hier, vous aviez eu un webinaire peut-être un petit peu plus théorique sur les enjeux finalement de la formation à distance qui vous a été donné par Bruno Poliber, qui est professeur à la faculté d'éducation et qui est aussi le directeur du Centre de pédagogie universitaire. Ce deuxième webinaire, donc, je le co-animerai avec mes deux collègues Caroline Deconinck et Nathalie Chamlian. Voilà, c'est un webinaire qui est présenté par trois personnes. Je vous en prie, présentez-vous, Caroline et Nathalie. Bonjour, bonjour. Donc, moi, c'est Caroline Deconinck, conseillère pédagogique, technopédagogique au CPU. Donc, bienvenue à cette formation. Merci, Caroline. Alors, moi, c'est Nathalie Chamlian. Je suis aussi conseillère pédagogique au CPU. Donc, on vous présente aujourd'hui notre webinaire sur les outils. Si vous voulez juste peut-être fermer vos caméras pendant qu'on présente. Si jamais vous voulez intervenir ou parler, vous pouvez rouvrir votre caméra, votre micro, puis on vous donnera la parole sans problème. Ou si vous avez des questions, vous pouvez toujours les écrire dans le chat. Alors, à votre droite, là, en fait, au bas de votre écran, vous avez la possibilité de converser ou chat. Vous pouvez ouvrir ça puis écrire vos commentaires ou vos questions ou tout autre dans le chat. Voilà, alors bon webinaire à tous et à toutes. Merci à toutes les deux. Alors Nathalie, tu as indiqué couper votre caméra. Moi, j'avoue que je vais faire une petite incartade à cette recommandation. Moi, j'aime bien quand le monde est présent. On verra si éventuellement la bande passante est problématique. Alors pour ceux qui sont moins férus en technologie, finalement, c'est comme un tube. Donc, s'il y a trop de vidéos, évidemment, le tube va être plein. Donc, il faudra peut-être les couper à un moment donné. Mais là, ça avait l'air de fonctionner. Donc, si vous voulez partager votre webcam, nous, ça nous donnera le sentiment d'être un peu moins seul dans cette formation à distance. Mais vraiment, vous ne vous sentez pas obligé. Merci, Jérôme. Merci beaucoup à tous de vous prêter à l'exercice. Alors, on va commencer donc tout de suite ce webinaire. Je vous le disais donc, la boîte à outils de la formation pour planifier son cours. J'espère que vous voyez correctement mon écran. N'hésitez pas à valider avec un petit hochement de la tête. Je vous ai mis un QR code et aussi l'URL. Cette présentation, vous pouvez tout simplement la consulter en même temps sur votre navigateur et vous pourrez aussi la consulter librement une fois que le webinaire sera clos. Donc, on vous l'avait annoncé comme tel dans le calendrier que vous avez probablement dont vous avez probablement pu prendre connaissance au cours des derniers jours. Vraiment, notre intention au sein de ce premier webinaire, c'est que vous puissiez vous approprier le processus de design et les gabarits qui sont proposés pour planifier votre cours. Donc, comprenons-nous bien, ce webinaire, il est un petit peu différent des 18 autres qu'il devrait y avoir dans les 2 prochaines semaines. Vraiment, on souhaite faire en sorte qu'il y a énormément de matériel qu'on vous a partagé sur notre catalogue, mais aussi, vous l'avez probablement vu peut-être sur Studium FC, qui est l'environnement numérique d'apprentissage destiné à la formation continue. C'est probablement un petit peu confus pour l'instant, c'est possible, ne vous inquiétez pas. Donc, justement, l'objectif de cette présentation, c'est vraiment de faire en sorte que voilà, les différents outils que l'on vous partage, vous puissiez vous les approprier. Voilà. Donc, on va vous présenter les principales ressources de planification qui sont mises à disposition par notre service pour planifier et encadrer votre enseignement et pour répondre aux besoins de vos étudiants. Alors, Nathalie vous l'a indiqué, n'hésitez pas à prendre la parole, ça peut se faire tout simplement en activant votre micro. Vous pouvez signifier votre souhait de parler en levant la petite main. Vous pouvez aussi tout simplement écrire dans le clavardage. N'hésitez pas à nous interrompre. On va essayer de faire en sorte de répondre au fur et à mesure à vos préoccupations. Voilà, c'est beau? Est-ce que cette intention vous convient? Vous n'avez pas trop le choix, mais… Peut-être juste rappeler comment on lève la main
Merci Caroline, oui. Donc, pour lever la main, dans la barre en bas, vous cliquez sur participant. En tout cas, moi, sur mon Zoom à moi, c'est participant et vous devriez voir une main bleue qui est possible de lever virtuellement. Voilà. Alors, on vous a demandé il y a quelques jours de répondre à un questionnaire, un espèce de petit sondage sur Studium FC. Il y a peut-être une petite quarantaine de personnes qui ont répondu jusque-là. Vous pouvez toujours y répondre. D'ailleurs, je vous encourage encore à le faire, parce que nous, ça a vocation aussi de voir dans quelle mesure cette formation vous a aidé à développer votre sentiment de confiance, de compétence, etc., vis-à-vis des cours à distance. Bon, évidemment, ce sont des résultats partiels, puis là, probablement que la diapositive est illisible. Ce n'est pas très grave. L'objectif, ce n'est pas de vous montrer les résultats en détail, mais ce que l'on peut voir d'ores et déjà, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments avec lesquels vous, en général, qui participent à cette formation sont moins à l'aise, et notamment le fait d'avoir des rétroactions, d'animer des conversations dans le cadre d'une formation à distance. Alors, moi, ça me permet justement de faire le pouce pour d'autres formations, et je pense notamment sur les interactions. Moi, je vous suggère notamment d'aller voir le webinaire « Comment rendre son étudiant actif grâce à Studium », qui aura lieu le 11 mai en matinée, et aussi « Comment rendre son étudiant actif grâce à Zoom », qui aura lieu le mardi 12 mai en matinée. On voit aussi que vous avez des préoccupations particulièrement sur l'organisation d'évaluation en ligne, la correction, etc. Alors, on en a plusieurs webinaires et ateliers qui vont être organisés sur le sujet. Je me permets de faire du pouce aussi, là encore, pour mes collègues. Mes collègues André, François et Melvin organiseront un atelier « Évaluer avec Studium, test et carnet de notes ». C'est le jeudi 7 mai. La veille, en matinée, Hélène, Farzine et Frédéric vous présenteront un webinaire sur comment évaluer en ligne et à distance. Et un petit peu plus tard, je ne le retrouve pas dans mes notes, vous m'excuserez, on a un atelier sur comment paramétrer le carnet de notes sur Studium. Alors là aussi, ça peut vous paraître confus actuellement, mais tout ça pour vous dire que l'évaluation sur Studium, l'évaluation dans les environnements numériques d'apprentissage, ça ne veut pas exclusivement dire répondre à des questionnaires à choix multiples. Il y a plein de choses très interactives qui peuvent être réalisées, et Studium va vous le permettre, qui plus est avec des outils de correction qui sont particulièrement flexibles et qui vont vous faciliter la tâche. Je ne vous dis pas que ce sera une partie de plaisir parce que la correction, ça reste de la correction, mais en tout état de cause, les choses devraient être beaucoup plus simples que ce qu'on pouvait le faire il y a encore quelques années. Donc là aussi, je fais encore du pouce. Vous avez l'URL, le lien vers le questionnaire qui est à l'écran. N'hésitez pas à le faire. Plus il y aura de personnes, plus nous, on sera en mesure éventuellement d'adapter notre cycle de formation à vos besoins. Je me permets de prendre en quelques minutes les collègues là-dessus. Quelque chose qui pourra vous être utile aussi dans l'ensemble du cycle de formation, ce sont ce que l'on appelle les communautés de pratique qui auront lieu vendredi matin, mardi prochain dans une semaine, en après-midi, et vendredi le 15 mai et le vendredi le 22 mai. Qu'est-ce que c'est les communautés de pratique? Vous vous en doutez, tout simplement, ce sont, là on est potentiellement on est 80 et quelques, peut-être 90 au moment où on se parle. On va s'arranger pour qu'à plusieurs conseillers pédagogiques du CPU, on va s'organiser en petits groupes. Ça vous donnera aussi des idées sur comment gérer des activités en grands groupes dans vos cours. Et on va essayer de vous épauler sur vos problèmes, vos bons coups, vos moins bons coups, les difficultés que vous rencontrez, les choses que vous avez testées qui marchent bien. Vraiment, on va essayer de faire en sorte que l'on puisse partager nos compétences et nos connaissances. Et particulièrement dans le cadre de la communauté de pratique qui aura lieu le 22 mai, on sera au terme de la première semaine de cours de la session d'été. Et donc, ce sera l'occasion de faire un premier retour sur votre expérience. Voilà, vous m'excuserez pour cette introduction un petit peu longue, mais je pense qu'elle était essentielle. Vraiment, on a essayé de faire en sorte que le calendrier de ces 21 activités réponde à quelque chose qui est progressif, qui est cohérent, voilà, vraiment pour faire en sorte que ce ne soit pas juste dû à la pièce, que vous puissiez vraiment avoir une vue d'ensemble de ce que peut être une pédagogie à distance. Alors, pour commencer, nous, on aimerait savoir quelles sont les préoccupations et les défis que vous pourriez anticiper
lorsque vous allez créer, peut-être que vous êtes déjà en train de le faire, votre cours durant cette session d'été. On prêche par l'exemple, on va vous suggérer d'utiliser le tableau blanc interactif de Zoom. Alors, dans quelques instants, ma collègue Caroline va le faire, c'est ça, ou Nathalie, je ne sais plus. Alors, je vais partager donc un tableau blanc, et ce qu'il est important que vous fassiez, vous avez la capture d'écran à l'écran, c'est que vous cliquiez sur « Annoter ». Et donc voilà, pour vos préoccupations et défis, on va vous demander de mettre quelques mots-clés, de les écrire sur le tableau blanc. Ce sera une première mise en pratique. Et puis, écoutez, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. On est là pour s'essayer. Et voilà. Et puis, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions à voix haute ou dans le clavardage. Caro, je te laisse partager le tableau blanc. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur le menu « Annoter ». Alors, il y a deux choses. Normalement, Nicole, en haut de votre écran, vous devriez avoir un menu « Options d'affichage ». Déroulez ce menu et dedans, vous avez à noter. Alors, là, ça essaye d'écrire avec la souris. Ce n'est pas facile d'écrire avec la souris, mais ce n'est pas grave, on est en train d'essayer les choses. Vous avez probablement un menu qui apparaît en haut de votre écran. Oui, c'est bon, je l'ai. Merci. Merci. Donc, vous pouvez écrire avec le texte. En haut, vous avez un bandeau avec souris, texte dessiné, marquage, etc. Vous pouvez choisir texte. Alors, merci pour les petits cœurs, c'est apprécié, mais je vais les effacer pour laisser un peu d'espace. Oui, donc on vous conseille d'utiliser, surtout quand on est plusieurs comme ça, d'utiliser l'outil de texte parce que c'est sûr qu'on peut écrire à la main, là, mais ça devient un petit peu illisible. Donc, on vous demande d'inscrire ici. Voilà, je vais recommencer. Vous m'excuserez pour ceux qui se sont prêtés correctement à l'exercice. Donc, on va utiliser le menu texte. Merci de me mettre au défi. De mettre aussi à défi ma patience d'enseignant. Donc, on va reprendre. Inscrivez ici vos défis entrevus. Voilà. Oui, donc vos défis ou vos préoccupations pour la conception de votre cours en ligne cet été, ou peut-être parmi vous, il y en a que c'est pour un cours à concevoir pour l'automne. Alors, maintenir l'attention des étudiants, ben oui, il faut que tout le monde soit un petit peu autodiscipliné comme on l'est actuellement. Oui, ça va être tout à fait un défi de garder la motivation des étudiants. Et ça, vraiment, c'est un enjeu qui est tout à fait fréquent. Vous m'excuserez, les amis, combien on avait proposé de temps pour cette petite activité? Peut-être une petite dizaine de minutes? Oui, une dizaine de minutes. Mais on voit déjà beaucoup de choses. Voilà, garder la motivation. Et ça, effectivement, c'est un enjeu qui est vraiment pas évident. Vous l'avez vu dans la formation d'hier matin. La motivation, c'est un élément central dans la formation à distance. C'est ce qui va permettre en quelque sorte aux étudiants de s'auto-réguler. Donc, pour dire les choses simplement, tout simplement de poser les bonnes actions pour finalement se maintenir actif dans le cours. Stimuler les discussions, effectivement, on l'a vu, et ça va être un grand défi, notamment comment rendre son étudiant actif grâce à Studium et comment rendre son étudiant actif grâce à Zoom. Les deux formations, je vous en ai déjà parlé. Continuer à donner un enseignement stimulant, ça c'est assez fascinant parce que effectivement, voilà, on change en quelque sorte de paradigme par rapport à la formation en présentiel, en temps normal. Faire des travaux d'équipe, ça aussi, ça va être particulier, d'autant qu'on nous a encore rapporté la situation ce matin. Vous savez, on se parle avec l'ensemble des conseillers pédagogiques, des répondants pédagogiques de toutes les facultés. Il y a un enjeu d'éloignement, de distanciation des étudiants à l'heure actuelle, peut-être parfois d'isolement. Donc, il est important finalement de créer des activités en équipe. Ça va être tout à fait important pour faire en sorte que on puisse garder du lien social entre les étudiants, mais aussi entre enseignants et étudiants. Donc ça va faire partie des nombreuses choses qui vont être abordées au fil des webinaires. Avoir des activités pratiques. Alors évidemment, avoir des activités pratiques, bon, j'ai des sciences humaines, mais avoir des activités pratiques dans certaines sciences dures, ça va être un défi. On a de formidables applications aujourd'hui qui nous permettent de faire des simulations de laboratoire. Vous pourrez voir aussi avec vos conseillers pédagogiques comment employer ce genre de choses. Choisir des outils, alors ça c'est un des très très grands défis que l'on a dans l'enseignement avec le numérique.
selon moi, toujours placer l'objectif avant toute chose. Hein. On a une panoplie de gadgets qui sont à notre disposition. Et peut-être que le grand tort que l'on a dans ce genre de considération, c'est de choisir un outil parce qu'il est cool, parce qu'il est visuellement simple, etc. Mais encore faut-il qu'il puisse correspondre à nos objectifs pédagogiques. Et c'est notamment, ça me permet de faire du pouce au sujet de la formation que nous donnerons cet après-midi avec mes collègues Hélène et Guylaine sur comment scénariser correctement des activités pédagogiques. Donc, faire en sorte que tout ça, finalement, corresponde à un tout cohérent. Qu'est-ce que je veux enseigner? Comment je vais l'enseigner? C'est quoi les stratégies? C'est quoi les outils? Et finalement, comment je vais l'évaluer au final? Voilà, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Préparer des tests en ligne, mon Dieu, ça c'est aussi un grand défi, surtout que la session d'été, par définition, elle est courte. Donc par définition, ça laisse relativement peu de temps pour configurer des activités d'évaluation finale. Donc comme on vous le disait, il n'y a pas que des questions à choix multiples, on peut aussi faire des bonnes vieilles dissertations à distance, mais il y a aussi plein de choses que l'on peut faire autrement. Voilà. Est-ce que tu me permets juste d'ajouter une chose? Vous avez la question, oui. Je voulais juste en fait vous remercier pour votre participation. On voit aussi que l'utilisation du tableau blanc peut devenir au nombre de personnes assez chaotique. Donc, c'est possible aussi d'organiser peut-être différentes interventions de différentes façons. Mais il y a eu plusieurs questions dans le clavardage, c'est-à-dire où trouver le tableau blanc. Alors, dans le partage d'écran, si vous voyez, pour moi, c'est au bas de mon écran, il y a un carré vert avec une flèche. Vous cliquez sur les options, dans le fond, de partage et vous avez plusieurs options. Vous pouvez partager donc votre écran, un fichier en particulier et il y a également le tableau blanc qui se trouve là que vous pouvez sélectionner et ensuite partager avec tout le monde. Comme Caroline l'a dit après, ou Florent, là, dans les options d'affichage, vous avez la fonction « Annoter » et c'est là où vous pouvez écrire à l'intérieur du tableau. Voilà. Donc, on reprend le diaporama. Alors, on a essayé d'autres outils hier. On avait notamment, on pourra vous partager des trucs, notamment dans les communautés de pratique qui sont au fil des 2 prochaines semaines. Il y a notamment... j'oublie le nom de l'outil, mais c'est pas grave, un petit outil qui permet de faire comme des post-it sur un tableau. Ça aurait peut-être été finalement la meilleure option ce matin. On se disait, il n'y aura peut-être pas beaucoup de personnes qui l'utiliseront. Le tableau blanc, c'est pas grave. On est là aussi pour essayer. Puis, vous voyez, même si finalement on avait été beaucoup, ça n'a pas non plus été problématique à gérer. Je voudrais juste ajouter que pendant que les gens écrivaient, moi, je pouvais déplacer aussi les petits paragraphes là, pour que ce soit plus lisible. Donc, on a aussi une possibilité de déplacer les mots là, qui se superposaient. Donc, écoutez, pour justifier encore une dernière fois le fait que tout ça correspond finalement à un processus qui est complexe, mais somme toute assez simple, mais linéaire, je veux dire par là, on vous propose de regarder une petite vidéo. Concevoir un cours en ligne, c'est rentrer dans un univers qui peut paraître au premier abord un peu complexe, car il implique un grand nombre de dimensions et de possibilités. Une multitude de choix pédagogiques, de ressources, de contenus, de types d'activités et d'outils technologiques s'offrent à nous. Alors, comment ne pas se perdre ou partir dans tous les sens? Par où commencer? Utiliser un processus de conception a plusieurs avantages. Tout d'abord, il s'agit tout simplement de s'assurer que le cours réalisé corresponde à ses objectifs et que les étudiants apprennent de manière efficace. Ensuite, les processus permettent de réaliser toutes les étapes de conception nécessaires dans le bon ordre, ce qui permet de limiter les retours en arrière inutiles et les pertes de temps. Enfin, il est important dans le cadre d'un travail collectif que l'organisation du projet soit claire et efficace. Nous vous proposons un processus simple et facile à appliquer, que nous allons regarder ensemble étape par étape. La première étape est l'analyse préalable. Il s'agit ici de collecter et formaliser des informations qui permettent de mieux connaître le contexte, le public cible et la cible d'apprentissage, tout en tenant compte des moyens et des contraintes du projet. La deuxième étape se divise en 2 grandes phases. Le macro-design, qui consiste à définir, à partir des données de l'analyse préalable,
les principales stratégies pédagogiques du cours, le parcours d'apprentissage et les grandes étapes d'évaluation. Le micro-design consiste à scénariser chacune des séquences d'apprentissage et à décrire les activités ainsi que les ressources en cohérence avec les modalités d'évaluation. L'étape de développement consiste à réaliser les activités et toutes les ressources qui seront proposées aux étudiants dans leur forme finale. L'étape de prestation correspond à la période de diffusion et d'animation du cours avec les apprenants. Ce processus n'est pas linéaire. Les différentes étapes sont situées dans une boucle d'amélioration continue, permettant ainsi des ajustements et l'amélioration du cours d'une session à l'autre. Ce processus n'est pas non plus qu'un simple cycle. Les phases de design et de développement sont imbriquées dans une boucle de conception, ce qui permet de réaliser des tests de prototypes avec les utilisateurs. Cette manière de procéder permet de s'ajuster en cours de développement afin d'arriver, au final, avec un cours plus aligné aux besoins des apprenants et à la cible d'apprentissage. Une fois le cours offert aux apprenants, il fait l'objet d'une évaluation qui permet d'en mesurer la qualité à l'aide de différents critères. La formation création d'un cours en ligne se concentre sur les 3 premières étapes du processus: analyse, design et développement. L'étape de prestation fait l'objet d'une autre formation également proposée par le CPU sur Studium. Prestation d'un cours en ligne. Voilà. Alors, j'ai eu par ailleurs le commentaire pendant que la vidéo arrivait. L'outil que je recherchais, ce n'est pas Padlet, mais effectivement, c'est un outil très intéressant. Ça s'appelle Framamemo. Si vous souhaitez rester un petit peu au-delà de la présentation, on pourra vous le partager. Alors, donc, on souhaitait vous présenter rapidement votre espace Studium FC. Studium FC, vous connaissez Studium. Studium, c'est l'espace, l'environnement numérique d'apprentissage que vous utilisez pour partager de la connaissance avec vos étudiants. Studium FC, c'est la même chose, à la différence que c'est orienté vers la formation continue des employés de l'Université de Montréal. C'est ce pourquoi, finalement, cette formation, on utilise Studium FC pour partager de l'information. Alors, Studium FC, cet espace Studium FC, vous pouvez y accéder avec le lien qui est disponible sur le catalogue de formation du CPU. Donc, sur ce catalogue, vous avez un lien qui va vous permettre d'accéder directement à Studium FC. Je vais vous laisser, Caroline et Nathalie, présenter cet espace Studium FC, si vous voulez bien. Caroline? Oui. Donc, cet espace, vous allez retrouver bien sûr le calendrier des séances au départ. Ce calendrier vous présente tous les webinaires qui vont être donnés jusqu'au 22 mai. Ensuite, vous avez un forum nouvelles par lequel on peut vous envoyer des messages, des informations. On a un forum de présentation et d'échanges sociaux, forum d'échange pédagogique et de dépannage technique. Donc, on va pouvoir communiquer avec vous à travers ces différents forums et vous pourrez également communiquer entre vous également. On a au départ aussi le petit sondage dont Florent vous a parlé tout à l'heure. Donc, si vous ne l'avez pas encore rempli, on vous invite à le remplir. Et puis, dans le fond, vous allez voir qu'on a plusieurs sections. Florent, je peux pas vraiment... oui, c'est ça. On a différentes sections. Donc, les 3 premières sont ouvertes pour le moment. Les 2 autres, on va pouvoir quand même vous les présenter aujourd'hui, mais elles ne sont pas encore ouvertes dans le cours, mais c'est une question là, de jours. D'ici 1 à 2 journées, tout devrait être ouvert. Donc, si on regarde dans Prélude à la découverte des cours en ligne, vous allez retrouver la petite vidéo qu'on vous a présentée tout à l'heure. J'aimerais dire qu'à la fin de cette vidéo, on va peut-être refaire le montage parce qu'on parle d'une autre formation sur la prestation, mais dans ce cas-ci, on a tout intégré à cette formation-ci, donc il n'y a pas une deuxième formation sur la prestation, il y aura une section sur la prestation. On vous a mis des petites activités aussi, des ressources pour vous aider à concevoir votre cours. Et on vous a mis aussi des petites activités. Il y a du H5P pour que vous puissiez voir aussi ce qu'on peut faire avec Studium. On vous a mis des petits quiz.
Donc, dans Prélude, il s'agit de, dans le fond, découvrir les concepts clés, excusez-moi, de la formation à distance, découvrir le processus de création d'un cours en ligne. J'ai vu dans le chat que quelqu'un nous faisait la différence entre concevoir un cours en ligne et qu'on peut planifier à l'avance et faire une formation à distance, peut-être dans le contexte de cet été. En effet, on n'a pas beaucoup de temps. Mais on peut essayer de passer quand même à travers ces étapes-là, que ce soit rapidement, mais ça peut nous aider là, à quand même avancer de façon plus systématique parce que sinon, des fois, on va tourner un petit peu en rond au départ. Donc, on vous a préparé quand même des gabarits qui s'inscrivent dans un processus systématique pour concevoir un cours en ligne et on espère que vous avez le temps d'y passer à travers, même si c'est plus rapidement que dans un contexte normal. Alors, dans la deuxième section, vous allez retrouver, c'est la section sur l'analyse préalable. Donc, ici, on va essayer de récolter les informations importantes, dans le fond, pour préciser le contexte, le public cible, les objectifs, les moyens et les contraintes du projet. Alors, si tu cliques dans cette section-ci, on va aller voir, encore une fois, après les informations qui reviennent à chaque début de section, on a, tu peux descendre encore un petit peu, à chaque section, on vous rappelle, excuse-moi, remonte, on vous rappelle les webinaires qui sont en lien avec chacune des sections et il y a un lien direct pour accéder au webinaire aussi dans le cours. Donc ici, webinaire, la boîte à outils, on avait mis un lien vers le webinaire de ce matin. Ensuite, on vous parle des dimensions de l'analyse préalable. Je vais vous laisser aller voir ces ressources-là. On n'ira pas voir toutes les ressources du cours, mais si tu descends, Florent, j'aimerais juste montrer qu'à chaque fin de section, il y a une petite étiquette verte où on vous dit « à vous de jouer ». Et dans le fond, à cet endroit-là, on va retrouver les gabarits qu'on vous propose pour vous aider, pour ne pas partir de zéro. Donc, on vous a mis un gabarit d'analyse préalable. À la section d'après, on vous a mis un gabarit de macro-design, un gabarit de micro-design. Donc, à chaque fois que vous voyez cette étiquette verte à la fin d'une section, c'est pour vous permettre de télécharger un gabarit qui pourrait vous être utile à chacune des étapes de la conception du cours. Alors, peut-être, Florence, ce que je dirais, c'est qu'on a 3 principaux gabarits. Donc, celui de l'analyse préalable, du macro-design et du micro-design. Puis, j'aimerais peut-être juste aller voir rapidement la section développement. Florence, tu peux aller dans la section développement. Donc, une fois que vous aurez planifié votre cours à l'aide des gabarits, on vous propose dans cette section développement, encore une fois, toutes les ressources qui ont été développées. Elles ont été regroupées par boîte à outils, donc Studium, Zoom, Teams, comment faire un PowerPoint narré ou une vidéo pédagogique. On vous a mis aussi un gabarit PowerPoint pour développer une vidéo pédagogique, un PowerPoint narré, par exemple, à partir d'un gabarit PowerPoint. Des conseils pour les consignes dans les cours en ligne, etc. Tout à l'heure, dans la vidéo, on voyait aussi qu'on parlait de prototypage. C'est sûr que dans un vrai cours à distance, qu'on a beaucoup de temps, on fait des prototypes, mais vous pourriez aussi, en début de session, tester des activités avec vos étudiants et voir comment ça fonctionne et revoir un petit peu vos activités au fur et à mesure pour les améliorer à l'intérieur de la session aussi et dans votre prochaine itération du cours. Donc, en gros, voilà pour la présentation du site web, du site de la formation, pardon. Alors, on va vous laisser aussi aller l'explorer puis vous familiariser avec les ressources qu'on y a mises et les outils, donc les gabarits qu'on vous propose à l'intérieur de cette formation. Caroline, je voudrais juste ajouter, il y a quelques questions dans le chat. On demande, en fait, j'ai beau chercher dans Studium, je n'ai trouvé ni les enregistrements Zoom, ni les PowerPoint. On va les déposer au fur et à mesure des webinaires, mais est-ce que tu voulais montrer où seront en fait les enregistrements et les ressources?
Mais en fait, je crois que les enregistrements, on voit ici télécharger je crois que ici, par exemple, en début de section, on va voir revoyer l'enregistrement du webinaire ici. Donc, au fur et à mesure, on va déposer nos webinaires. Et puis, sinon, pour toutes les autres ressources vidéo, par exemple, débuter avec Studium, tout ça, ça va être dans la section développement qui n'est pas encore disponible, mais probablement qu'aujourd'hui, elle va être disponible ou demain. Donc, vous aurez accès à toutes nos ressources qui sont de toute façon aussi sur le site du CPU. Si jamais vous cherchez quelque chose d'ici demain, sur le site du CPU, on met tous les enregistrements des webinaires qui ont eu lieu. Donc, je sais que débuter avec Studium, la formation pour se familiariser avec Studium qui a été donnée la semaine dernière, l'atelier a été enregistré et il est déjà déposé aussi sur le site du CPU. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. Donc, évidemment, par contre, il y a un petit délai entre la fin du webinaire puis le dépôt du matériel. Vous vous doutez qu'on travaille en flux tendu comme vous actuellement. Donc, on est vraiment au jour le jour. On est à la fois organisateur de la formation et administrateur, etc. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Rassurez-vous, selon toute vraisemblance, il ne devrait pas se passer plus de 24 heures entre la formation et la mise à disposition du matériel sur Studium FC. Voilà. Sur le site du CPU, il y a une section, on pourrait mettre le lien, en fait, ça va être moins compliqué. Il y a une section où on met toutes nos ressources qui ont été développées depuis quelques semaines. Voilà, alors j'aimerais revenir quand même sur un petit élément qui peut poser problème. On s'est posé la question de savoir comment organiser cet espace Studium FC, puis à la limite, les préoccupations que l'on vous partage aujourd'hui, ça peut être aussi les préoccupations qui vont vous concerner, vous, en tant qu'enseignant. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on organise notre espace Studium FC en 20 modules, plutôt 21 modules maintenant, puisque tout simplement, on a 21 activités. Ça aurait été peut-être plus logique d'une certaine façon, et en même temps, ça aurait impliqué d'avoir des redondances, d'avoir des recoupements, etc., etc. Donc, on a fait un choix de regroupement par thématique plutôt d'avoir un regroupement chronologique. Ce qui veut donc dire qu'on a organisé notre espace Studium FC, vous savez, avec les fameuses étapes qu'on vous a présentées dans la vidéo, l'analyse, le macro-design, le micro-design, le développement, etc., etc. On a préféré vous l'organiser comme ça, ce qui fait que vous avez dans l'ensemble 5 grosses sections qui correspondent aux 5 grandes étapes du développement d'un cours. Ça aurait pu être différent, mais voilà, force est de constater qu'on a dû trancher à un moment donné, mais c'est probablement la façon la plus logique que l'on souhaitait. Que l'on souhaitait. Donc, on revient à ce modèle dont je vous parlais à l'instant, analyse, design, développement, prestation. Et on nous a posé la question, c'est quoi les gabarits, où est-ce qu'ils sont? Donc, tout d'abord, il y a un gabarit d'analyse dans la section d'analyse, évidemment. Le gabarit d'analyse va vous permettre d'identifier c'est quoi les grands enjeux relatifs à mon cours, c'est quoi le profil de mes étudiants, c'est quoi leur profil de rapport à l'enseignement numérique éventuellement, combien j'ai d'étudiants, est-ce qu'ils sont en première année ou au contraire est-ce qu'ils sont en cycle supérieur, est-ce que j'ai beaucoup d'étudiants internationaux, etc., etc. Donc vraiment, on a un gabarit complet pour que vous puissiez vous faire un portrait le plus précis possible de la situation. On a ensuite 2 gabarits de design, un de macro-design et un de micro-design, pardon. Vous l'aurez compris, le macro-design, il consiste à déterminer la grande séquence d'apprentissage du début de la session à la fin de la session. Et puis, le micro-design, tout simplement, c'est la technique du salami. On saucissonne ça, on a autant de micro-design que de séances, par exemple. Donc, un gros macro-design pour toute la session et ensuite plusieurs micro-designs pour chaque séance, chaque séquence, etc. Je vois Caroline qui fait la moue. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure métaphore possible, mais l'idée, finalement, c'est de préciser plus spécifiquement les grandes lignes qui ont été déterminées dans le macro-design selon vos séances d'apprentissage, vos séquences d'apprentissage.
Oui, je voulais juste dire qu'il n'y a pas plusieurs micro-designs, mais dans le fond, le micro-design, on va détailler chacune des sessions du cours et les ressources qu'il faut développer ou qui sont existantes. Donc, on va identifier ce qu'on va faire finalement à chaque session ou chaque semaine du cours avec les étudiants. Voilà. Dans le développement, on a un plan d'encadrement qui est à venir. Un plan d'encadrement a été développé par nos collègues conseillers pédagogiques de la FAS. Donc, on va essayer de voir comment on peut l'adapter ou le reprendre comme tel pour le mettre à disposition. Et aussi, le plan de cours numérique. Alors, je vous l'ai dit, on travaille aussi en flux tendu. C'est super. Nos camarades du Centre de pédagogie universitaire ont dévoilé hier le plan de cours numérique. Donc, on est habitué au plan de cours papier, puis ensuite PDF. Mais là, ça a été développé sous forme de formulaire. On le découvre aussi un petit peu en même temps que vous, mais ça a l'air d'être un outil vraiment super. Donc, peut-être qu'il y aura la possibilité de vous le présenter durant ce cycle de formation. Concernant donc les gabarits d'analyse, je reviens juste un petit peu en arrière. Donc, on en a 5 qui vont être mis à votre disposition ou qui le sont déjà dans l'espace Studium FC. Maintenant, on va vous présenter 3, le gabarit d'analyse, le gabarit de macro-design et le gabarit de micro-design. Alors, le gabarit d'analyse préalable, vous allez le trouver dans la section analyse, évidemment. Je ne sais pas si vous souhaitez le présenter, Caroline, Nathalie. Comme tu veux, Florent. Donc, tu peux juste peut-être dérouler là, ouais, après le titre. Donc, dans le fond, ici, comme on a dit, c'est d'identifier le contexte, les apprentissages visés. Donc, on va identifier les objectifs, les grands objectifs des grandes étapes du cours. On vous a mis en lien aussi ici le guide de rédaction du plan de cours. C'est une ressource vraiment formidable pour vous aider à écrire vos objectifs et je sais qu'il y a une formation également cet après-midi là-dessus, si je ne me trompe pas, Florent. Donc, ensuite, on va identifier la durée, les intentions pédagogiques. Dans le guide de rédaction de plan de cours, on vous explique aussi comment, qu'est-ce qu'on veut dire par intention pédagogique, le programme aux disciplines rattachées, le nombre d'étudiants attendus, les caractéristiques des étudiants. Donc, on sait qu'actuellement, les caractéristiques des étudiants, ils n'ont pas tous été en contact avec des cours de formation à distance, etc. Quelles sont leurs habiletés présumées vis-à-vis des TIC. Et autres éléments à considérer. Je pense qu'en gros, oui, voilà. Alors ici aussi, on peut identifier quel mode de formation, complètement en ligne, synchrone, asynchrone, hybride, etc. Pour le moment, on sait qu'on va être probablement en cours en ligne. Un échéancier, donc je vous rappelle que l'échéancier est très, très, très serré pour la session d'été. Donc, on passe à travers ces étapes-là rapidement. Est-ce qu'on peut identifier déjà est-ce qu'on a des conférences qui sont prévues? Est-ce qu'on a besoin de faire une activité à une date précise? On peut identifier ça ici tout de suite. Les ressources disponibles pour créer le cours et les logiciels requis pendant la formation. Donc, on essaie de placer un petit peu toutes les informations qu'on va avoir besoin et les ressources existantes également qu'on a déjà à notre disposition. On vous a mis aussi quelques enjeux relatifs à la conception de cours que vous pouvez en fait cocher là, pour vous donner un petit peu une liste d'idées. Donc, les défis potentiels, c'est sûr que pour cette session, il n'y aura pas d'activité en laboratoire, mais vous allez pouvoir voir, là, ça vous donne un peu des idées. En fait, ça vous donne une liste de défis et vous pouvez déjà essayer de trouver des solutions ou en tout cas cocher si ça fait partie des défis de votre cours. On a aussi des pistes de solutions et d'intentions pédagogiques qu'on vous a mis. Donc, ces gabarits-là, ils sont là pour vous aider aussi, pour ne pas vous laisser sur une page blanche. Là. On essaie de vous aider à identifier les grandes lignes de votre cours. Si on regarde dans le macro-design, je crois qu'on va aller Caroline, excuse-moi, oui. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose avant de poursuivre? Oui.
juste pour vous dire, nous-mêmes, on s'est mis à l'épreuve, en fait, de ces gabarits-là, de ces outils-là. Donc, pour faire la formation, on a testé, en quelque sorte, les outils. Puis, à certains moments, on réalisait que, vu l'urgence aussi, on allait un peu dans tous les sens, là, essayer de rapatrier tous nos idées, tout ça. Donc, on s'est vite reposé là, sur les gabarits pour nous aider à nous enligner davantage puis essayer d'aller plus vite. On a réalisé que ça aidait vraiment à structurer, en fait, la formation comme telle, le cours comme tel. Puis, c'est sûr que selon la situation, c'est des pistes pour essayer d'encadrer, de s'encadrer soi-même là, à l'intérieur de toute cette conception-là. Donc, ça reste que certains outils peut-être sont plus utiles à certains moments que d'autres, mais c'est des outils valables pour la situation et pour la suite aussi là, de la formation. Oui, Voilà. on a une bonne question, intervention aussi de Suzanne qui dit à qui est dédié ce gabarit? Est-il interactif avec d'autres documents? En fait, ces gabarits-là, c'est pour vous aider, vous, à cheminer de façon un peu plus systématique pour pas un peu vous perdre à travers tout ce qui est à faire quand on dit « Hey, j'ai un cours en ligne. Est-ce que je commence par faire mes activités, à identifier, à construire des choses dans Studium, à faire mes PowerPoint narrés, ou est-ce que... Donc, on vous aide à essayer de vous structurer pour avancer de façon plus systématique. Mais donc, ce sont des gabarits pour vous aider, vous. Bien entendu, si vous êtes... si vous avez un auxiliaire d'enseignement ou ça peut vous aider une fois que vous êtes dans le micro-design aussi à voir comment on peut répartir les tâches si vous avez la chance d'avoir une petite équipe. Donc, en gros, c'est pour vous, ces gabarits-là. Et oui, il y a des liens, en fait, avec, dans la question, ça disait, est-il interactif avec d'autres documents? En fait, on a identifié par des petites étoiles tous les endroits où vous pouvez rapporter ces informations-là que vous mettez dans vos gabarits, dans votre plan de cours. Donc, là, je vais juste... Par exemple, c'est pas des étoiles, pardon, c'est des points d'exclamation. Merci, Florent. Voilà. Donc, à chaque fois que vous voyez un point d'exclamation, c'est des éléments qui pourront être repris tels quels dans votre plan de cours. Donc, on a essayé d'avoir la même terminologie, etc., pour que vous vous y retrouviez, puis pour économiser un petit peu des efforts et de l'énergie. Pour répondre à la question des sondages pour comment connaître le profil de ces étudiants, le collègue André Laflamme vous a proposé la fonctionnalité enquête de Studium. Effectivement, c'est très pratique, d'autant plus que c'est lié avec le compte étudiant. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser l'outil Forms d'Office 365. C'est aussi un outil institutionnel. Donc, finalement, c'est un petit peu, vous connaissez probablement Google Forms. C'est le pendant Microsoft qui est inclus dans le paquet institutionnel d'Office 365. Ça permet de faire des sondages très rapidement, très facilement, avec un outil de visualisation des résultats qui est très efficace. Donc, je vous invite à investiguer en plus de la fonctionnalité enquête de Studium. Concernant donc le gabarit de macro design, je ne sais pas si tu souhaitais continuer, Caroline. En fait, donc ça reproduit la même architecture que le gabarit d'analyse. Dans le fond, dans le macro-design, on va définir la démarche pédagogique du cours et un petit peu le parcours d'apprentissage de façon macro, là, finalement. Donc, on va définir les caractéristiques principales de son cours, le modèle du cours, sa structure, le type d'activité d'apprentissage qu'on veut mettre en place et d'évaluation, bien sûr, puis les stratégies d'encadrement aussi qu'on va proposer. Donc, alors, je fais un peu de pouce. On vous parle d'apprentissage visé, on vous parle de niveau taxonomique. Peut-être que ça vous dit strictement rien, puis ce serait tout à fait normal. On va en parler cet après-midi avec mes collègues Hélène et Guylaine. Donc, n'hésitez pas à venir. On vous parlera de comment lisser correctement la progression des apprentissages au long d'une session. Donc, dans le gabarit de macro-design, on vous parle aussi des choix pédagogiques.
des choix des ressources obligatoires. On vous présente évidemment comment constituer un calendrier. Et puis, on conclut là aussi comme le gabarit d'analyse et le gabarit de microdesign avec un petit aide-mémoire, ce qui vous permettra éventuellement de compléter vos réflexions. Et je passe tout de suite au gabarit de microdesign. Et là, donc, c'est évidemment la déclinaison au plus micro du gabarit de macro-design. Et là, on a une petite spécificité. On s'inspire, vous allez voir ça, on s'inspire de la méthode ABC Learning Design, ABCLD, pour vous faciliter la tâche. Là aussi, ça vous sera présenté un petit peu plus tard. Mais en fait, on vous propose tout simplement des petites étiquettes que vous pouvez déplacer pour indiquer, bah, écoutez, dans cette activité, je souhaite notamment faire de la discussion, je souhaite faire de la pratique, je souhaite faire de la collaboration, de l'investigation, etc. avec mes étudiants, à l'aide d'outils spécifiques, donc des instruments, des documents, des vidéos, des images, etc., etc. Vous pourrez jouer dedans, c'est assez chouette. On l'a mis à jour il y a quelques temps. Et surtout, dans ce gabarit de micro-design, on vous propose donc des définitions, des exemples, des suggestions qui sont là aussi suggérées par le design ABCLD. Est-ce que ça fait le tour, les amis? Oui. Oui, je pense que c'est bien. De toute façon, il va falloir. Il y a des webinaires qui vont vous aider aussi à avancer dans ces outils-là. Et puis, je pense qu'il faut juste aller sur le cours, les télécharger et puis se familiariser avec eux. Parfait. Alors, le plan de cours numérique, on vous en a parlé, on vous a mis l'URL ici. Donc, comme je vous le disais, on apprend aussi à le connaître nous-mêmes en même temps que vous, mais ça a l'air d'être vraiment très chouette. Sur le CPU, là aussi, donc cpu.umontréal.ca/enseignement/planification. Vous avez donc toute la documentation requise pour développer votre plan de cours. Donc, le gabarit de plan de cours, mais aussi un guide qui est très, très bien détaillé. Et puis aussi et surtout, donc, les ressources requises pour développer le plan de cours éventuellement numérique, donc c'est-à-dire sous forme de formulaire. Alors, on a des gabarits de plan de cours d'approche par objectif et d'approche par compétence. Bref, je vous le dis et je vous le répète, avec ce que vous allez avoir sur Studium FC, puisqu'il est disponible sur le site du CPU, cpu.umontréal.ca, vous n'allez pas manquer de ressources pour développer votre enseignement. Donc, nous, on vous donne évidemment rendez-vous sur votre espace Studium FC. On vous l'a déjà dit hier. Le temps est particulier, vous le savez, depuis quelques semaines. Donc, on vous l'a dit hier, n'hésitez pas à vous présenter dans le forum de présentation et d'échanges sociaux du cours Studium FC. Vous avez aussi des forums d'échanges pédagogiques dans lesquels vous pouvez nous poser des questions. C'est quoi la bonne stratégie? Qu'est-ce que je peux mobiliser, etc. Et aussi un forum de dépannage technique sur le fonctionnement de Studium FC. Voilà. Et je pense que ça fait pas mal le tour. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions et commentaires. Et pour briser la glace, moi, je vais vous présenter Framamemo. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est un petit outil qui est vraiment très, très chouette et qui permet de faire des tempêtes de cerveau vraiment, vraiment, vraiment cool lorsque vous êtes peut-être, allez, je vais dire en moyen groupe. Et là, on peut travailler à plusieurs juste en partageant une URL. Vous voyez, on peut demander aux étudiants de déposer donc des petits post-it sur lesquels ils peuvent écrire. Et donc, ça, c'est collaboratif. Alors, ça déborde un petit peu parce que mon second écran est tout petit, vous m'excuserez. Mais voilà, c'est vraiment un outil qui est très pratique et qui permet d'organiser la conversation peut-être de façon un peu plus efficace que le tableau blanc de Zoom. Mais voilà, là aussi, j'insiste beaucoup là-dessus. D'abord, considérez votre objectif d'enseignement et ensuite choisir l'outil. Voilà. Ça fait le tour. Donc, des questions, des commentaires?
N'hésitez pas à intervenir par webcam si vous le voulez. Oui, Liliane, c'est bien Framamemo. Alors, l'adresse, Framemo, et pas Framamemo, Framemo, F-R-A-M-E-M-O.org. Pour se rendre à Studium FC, il faut passer par l'ARA, mais je crois qu'une fois, bien entendu, une fois qu'on est inscrit dans l'ARA, vous aurez accès au cours Studium FC sans passer par l'ARA, mais la première fois, il faut s'y inscrire par l'ARA, sinon vous n'aurez pas accès au cours. Il y a aussi, sur le site du CPU, il y a un document qui explique comment s'inscrire à la formation. Alors, la question vous a été posée à plusieurs reprises, cours en ligne versus cours à distance. Je pense que Bruno Poluber est présent, il saura probablement y répondre de façon plus précise que moi. Mais le cours en ligne, comment dire, c'est un sophisme en quelque sorte. Le cours en ligne est un cours à distance, mais le cours à distance n'est pas forcément en ligne. Le cours à distance, on en fait depuis 100 ans, ça s'est fait par la poste, ça s'est fait avec des livres, ça s'est fait avec des notes de cours. Depuis évidemment les années 80, en fait, ça s'est numérisé, puis depuis évidemment la révolution Internet, ça s'est déplacé en ligne sur Internet, mais donc l'un n'exclut pas l'autre. Bruno, merci d'arriver, de me sauver. Je te laisse conclure. Alors, écoutez, il faut comprendre que dans le contexte local qui est celui de l'Université de Montréal, c'est lié, les termes que nous avons utilisés à des ententes spécifiques avec le syndicat des chargés de cours. Il y a une annexe particulière dans une lettre d'entente qui parle de cours à distance. Et ce qu'on désigne dans ces cours à distance, dans cette ancienne lettre d'entente, ce sont des cours qu'on appelle autoportants. Les cours autoportants sont des cours où presque toutes les activités sont asynchrones. Je dirais que c'est le modèle du cégep à distance, le modèle de la TELUC. Donc, ça requiert un temps de médiatisation, de conception très important et à la diffusion beaucoup moins. Donc, et ça a été aussi le modèle de la FEP pendant plusieurs années, ça l'est encore jusqu'à un certain point. Donc, normalement, il y avait comme autrement dit, des montants assez importants. Mais on a appelé dans une nouvelle lettre d'entente, la lettre d'entente 44, des cours en ligne, donc qui est la désignation où là, on parle plutôt de cours qui sont effectivement des cours à distance, mais qui ne sont pas nécessairement autoportants, mais qui sont plus fondés et qui sont largement fondés sur l'utilisation de webinaires tels qu'aujourd'hui. Alors, l'utilisation de webinaires, comme je le disais hier, ça se rapproche de l'enseignement présentiel. Ça demande quand même plus de préparation, plus d'énergie, mais ce n'est pas comparable à préparer un cours en ligne autoportant. Donc, maintenant, dans la réalité des cours à distance aujourd'hui, dans les deux cas, nous sommes techniquement en formation à distance. Distinction entre synchrone et asynchrone. Ce qui est synchrone, c'est en temps réel, tous ensemble au même moment, comme en classe. Donc maintenant, les outils de visioconférence web comme Zoom nous permettent d'être tous ensemble à un moment précis dans un lieu qui est virtuel. Donc ça, c'est pour ce qui est synchrone. Asynchrone, c'est vraiment en temps différé. Ça se complexifie maintenant parce qu'on a beaucoup de modèles qui coexistent. Mais là, dans le vocabulaire Université de Montréal, la raison pour laquelle on a fait des distinctions entre cours à distance, il faut comprendre, quand vous lirez la documentation, c'est que cours à distance dans le vocabulaire Université de Montréal signifie cours à distance autoportant. Cours en ligne correspond plus ou moins à ce que Bates appelait dans ma présentation d'hier le présentiel enrichi. Question intéressante de José sur la durée idéale d'un webinaire pour l'attention et l'engagement. Je vous dirais, la règle du pouce, j'utilise les webinaires depuis 2007 dans le projet Cégep en réseau. Je vous dirais qu'idéalement, 1h15, 1h30, assez gros maximum, 1h30, 1h15, 1h30, c'est optimal. Plus que ça, il faut idéalement couper, reprendre, mais faire un webinaire de 3 heures où on est en mode essentiellement transmissif, ce n'est pas particulièrement suggéré. Alors voilà pour ma réponse un petit peu longue à la distinction cours en ligne, cours à distance. En réalité, l'univers, on est quand même dans l'univers de la formation à distance dans tous ces cas. Et je vous invite à consulter l'infographie sur le site Studium. On dépatouille ça un petit peu, mais la façon de nommer les choses est constamment en évolution.
Alors, on avait aussi la question, Bruno, la différence entre à distance et asynchrone. Alors, le à distance peut être asynchrone ou synchrone. Il peut être les deux à la fois d'ailleurs. Donc, lorsqu'on parle de asynchrone, ça va être généralement auto-rythmé, donc c'est-à-dire que vous allez consulter des ressources de votre côté, vous allez répondre à des questionnaires, etc. Synchrone, c'est comme on le fait actuellement. Il y a des plages où on va discuter ensemble, où on va éventuellement travailler ensemble. Ce que l'on a fait avec le tableau blanc, c'est une activité synchrone, mais vous avez aussi de l'asynchrone, puisque vous allez consulter des ressources de votre côté sur Studium FC. Donc, la formation à distance peut inclure de l'asynchrone et du synchrone à la fois, ou ne faire que l'un ou l'autre. Nous, on a fait le choix d'avoir les deux en même temps, et c'est probablement ce que vous ferez dans le cadre de vos propres cours. J'aimerais peut-être ajouter que dans les activités asynchrones, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interaction ou de collaboration ou de coopération. On peut parler aussi des forums. C'était pas juste d'aller, parce que tu as donné juste des exemples peut-être d'aller faire des tests ou des ressources dans Studium, mais il y a tout le travail collaboratif qu'on peut mettre en place avec les étudiants ou les interactions qu'on peut faire à travers les forums, donc qui se font de façon asynchrone, qui ne sont pas en simultané, mais un petit peu plus en différé. Ah, j'aime le commentaire de Pierre, de beaux petits vidéos sur les différentes étapes. C'est accrocheur, c'est visuellement accrocheur. On fait un mini-webinaire lundi prochain, je dis peut-être une bêtise. Oui, lundi prochain, le lundi 11 de 14h à 14h30, sur comment créer des vidéos pédagogiques. Pourquoi un mini-webinaire? Tout simplement parce que on a fait beaucoup de webinaires avec les collègues du CPU au cours des dernières semaines sur comment développer des vidéos pédagogiques. Donc, dans ce tout petit webinaire que l'on va organiser lundi prochain après-midi, on va vous présenter quelques outils qui fonctionnent bien, qui sont très intuitifs et qui vous permettent de faire des capsules vidéo accrocheuses sans devenir du jour au lendemain le James Cameron de la vidéo pédagogique. En tout cas, on reçoit beaucoup de remerciements. Je les prends pour nous, mais je les prends aussi pour les collègues du service qui, depuis 2 semaines, s'arrachent les cheveux pour développer ce cycle de formation. Vraiment, on travaille énormément. On espère que ces 21 activités vous plaisent et vont continuer de vous plaire. N'hésitez vraiment pas à nous solliciter au besoin. On a une demande d'intervention de Pierre, oui? OK, c'est un commentaire. Moi, je donne un cours l'été. J'en ai parlé hier. Bruno m'avait déjà répondu un peu, mais c'est affolant, les documents, les vidéos, tout ce que vous nous mettez à notre disposition. Ça devient affolant et je suis partagé entre plonger dans mon cours ou aller chercher tout ça puis m'outiller adéquatement. En tout cas, par rapport au cours d'été, est-ce qu'il y aura des conseillers pédagogiques, technopédagogiques à notre disposition, façon de parler, là, mais qu'on peut consulter assez rapidement puis valider des choses qu'on essaie, tout ça? Parce que là, moi, je pense que je vais me contenter de très peu de choses, là, un peu de synchrone, beaucoup d'asynchrone, et bon, j'ai pas d'autres. Je pense que vous avez raison d'adopter cette stratégie, Pierre, pour plusieurs raisons, parce qu'on est en apprentissage. Vraiment, fouillez dans les choses et trouvez quelques activités avec lesquelles vous vous sentez confortable. On a une communauté de pratique vendredi, on en a une mardi dans une semaine, on en a encore une autre le vendredi 15, puis le vendredi 22. Essayez vraiment de tabler sur 2 ou 3 petites choses avec lesquelles vous êtes parfaitement confortable. On n'est pas obligé d'être dans l'innovation constamment. Là aussi, j'insiste là-dessus, vraiment. Pensez d'abord à votre objectif et ensuite, on va choisir les outils en conséquence. Mais aussi, on vous voit bien fonctionner. Moi, après plusieurs webinaires, je l'ai parlé hier peut-être aussi un peu, il y a une animation principale et il y a d'autres complémentaires, dont un technologique. Et j'en parlais à un collègue, il me disait non, tu as 67 étudiants cet été dans un cours qui va se donner à deux soirs semaine. Il dit, tu dois avoir quelqu'un qui t'aide à faire ce que tu as à faire, c'est enseigner, transmettre et de
le plus possible là, de ne pas être responsable de la technologie, là, de placer ci, tel diapo, consulter le clavardage. Pierre, C'est- c'est un choix, je veux dire, c'est pas parole d'évangile ce que je vais dire. D'ailleurs, je vois que le commentaire de Bruno dans le clavardage va dans le même sens que j'allais dire. Vous pouvez tabler sur vos étudiants. À titre personnel, je le fais en présentiel. Je suis intimement persuadé que ça peut aussi se faire à distance. Vous pouvez tabler sur le sens de la responsabilité de vos étudiants, que vous pouvez aussi aborder comme collègue. Moi, dans mes cours en présentiel, j'ai un étudiant que j'appelle le maître du temps, qui est un peu mon whip parlementaire, qui va me rappeler à l'ordre si je prends trop de temps. Voilà, on peut aussi se placer dans une logique de collaboration avec ses étudiants. Ils ont conscience du fait que on est dans une situation qui est tout à fait extraordinaire dans le sens propre du terme. Là. Il faut composer avec une situation qui ne ressemble pas à ce que l'on connaissait comme étant la normale. On peut leur dire, bah, écoute, toi, Jonathan, aujourd'hui, tu vas m'aider à gérer les interventions. Puis c'est correct. En plus, c'est valorisant. Donc, oui, c'est certain qu'idéalement, on aimerait pouvoir avoir des soutiens, éventuellement un auxiliaire d'enseignement. Bon, vous comprendrez évidemment que la question n'est pas dans ma cour, mais j'en suis intimement persuadé, vous pouvez tabler sur la collaboration de vos étudiants. Ah, oui, oui, c'est possible, oui. D'ailleurs, je leur demande déjà comment ça fonctionne. Ça. Donc, oui, ça va. Merci. Plaisir. Est-ce que je peux poser une question? Au fait, je me sens un peu comme Pierre. Votre Un nom, peu pardon? libre. Vous m'entendez? Oui, Oui. votre nom, pardon? Jacqueline. Ah, enchanté. Jacqueline Samperi. Et j'enseigne l'italien. Donc, au niveau élémentaire, ce qui rend un peu plus difficile tout le processus de synchrone et asynchrone parce que le centre de langue nous a demandé de faire tous nos cours synchrones, Mm. ce C'est qui vrai. est énorme. Et c'est 3 heures chaque jour, du lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et avec, bon, le groupe est restreint, c'est 20-25 étudiants, mais gérer les 3 heures, ça me dépasse. Ça me dépasse dans le sens que il faut que je utilise plusieurs Zoom et Studium et des exercices, etc. Mais je commence à paniquer parce que en moins de 10 jours, il faut que je produise un cours fini parce que j'aurai pas le temps d'y travailler à chaque jour. Il faut que tout soit fait, les notes, les moyens. Je me sens assez débordée. Je comprends très bien, Jacqueline. Merci. C'est exactement ce à quoi je pensais aussi. Excusez. Je ne sais pas si on peut répondre, mais je comprends parfaitement votre préoccupation, elle est plus que légitime. À la limite, c'est peut-être davantage un enjeu institutionnel qu'un enjeu pédagogique, technopédagogique à ce stade-ci. J'aurais tendance à vous dire, là encore, allez-y avec des méthodes déjà éprouvées en présentiel. C'est certain que par rapport à ce que l'on peut présenter, par rapport à ce que l'on peut faire, on peut avoir le sentiment qu'il faut être très ambitieux, très innovant, avoir des activités constamment. Voilà, vous êtes dans une situation qui pousse à l'urgence, qui pousse à vous débrouiller très rapidement avec assez peu de ressources à votre disposition. Donc, faites avec les outils qui marchent déjà en présentiel et numérisez-les. Donc, si vous aviez un diaporama, gardez le diaporama, puis contentez-vous de le partager. Si vous faisiez des discussions en groupe, là, on peut faire des discussions en petits groupes avec Zoom. Mais voilà, ne vous mettez pas martel en tête, ne cherchez pas à surinnover parce que voilà, c'est vraiment une progression
c'est vraiment une progression lente. On ne vous présente pas les modèles d'acceptation des technologies, qui d'ailleurs sont complètement bouleversés depuis 2 mois. Mais en général, on demande l'acceptation des technologies sur des processus qui sont longs, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Là, on demande de le faire en quelques jours. Ne nous mettons pas de pression. Mais voilà, vous pouvez faire des choses simples, conversation écrite, comme le dit Bruno, dans les clavardage, avec Teams, conversation orale en petits groupes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites de façon simple, sans trop innover. J'allais ajouter aussi, et c'est ce qu'on s'est dit aussi quand on concevait le cours, c'est d'aller à l'essentiel aussi au niveau des contenus. C'est pas le temps d'ajouter ou d'essayer de tout mettre, mais peut-être d'identifier aussi vos contenus vraiment essentiels, parce que vos étudiants aussi sont à distance, donc pour eux aussi, c'est un grand changement, une grande charge, pour vous aussi de tout concevoir. Donc, c'est pour ça on vous conseille aussi d'identifier vraiment les contenus essentiels à votre cours et les activités essentielles pour ne pas en mettre trop aux étudiants et à vous-même. C'est ça. Donc, c'était pour peut-être rassurer un peu Jacqueline. Je ne sais pas si Jacqueline connaît Zoom, mais disons que pour un cours de langue, c'est vraiment très bien synchrone. Et j'imagine que Jacqueline va participer aussi à cette formation si elle ne l'a pas déjà eue, parce qu'il est possible de partager la classe virtuelle en petites classes, de faire des activités, comme on fait un peu en classe de langue, travailler sur des exercices, mais 2 par 2, 3 par 3, et de circuler, nous, des enseignants, d'une classe à l'autre. Enfin, il y a beaucoup de possibilités, je pense, avec Zoom pour... c'est pas juste donner un cours pendant 3 heures, blablabla, mais les activités qu'on fait en classe, on peut les transférer aussi, je pense, en langue sur Zoom. Voilà, je sais pas si... Merci beaucoup, Sylvie. Je voulais peut-être ajouter un petit témoignage personnel qui est peut-être celui de mon fils, en fait, qui était en maths info, mais qui a pris un cours d'allemand. Paradoxalement, c'est son cours et il me dit que, bon, il me dit que c'est facile et en fait, la formation sur Zoom va venir dans la série de webinaires, mais pour lui, ça s'est très bien passé. Et la prof, effectivement, qu'est-ce qu'elle avait fait? Bon, ben, dans les webinaires Zoom, il y avait un petit peu de conversation orale entre étudiants. Il y avait de la conversation écrite sur Studium, mais il y avait des mots de vocabulaire. Il devait pratiquer avec des mots de vocabulaire en entrevue. Il était en binôme, 2 par 2, et il devait s'enregistrer et faire parvenir les fichiers audio. Maintenant, dans les forums de discussion, directement dans Studium, on peut enregistrer de la vidéo, on peut enregistrer de l'audio. Donc, je dirais qu'avec Studium, et je répondrai par la même occasion à Pierre, en réalité, je vous dirais que je ne veux pas minimiser le défi et l'importance que ça pose à tous. Cependant, le fait de planifier l'enseignement en mode webinaire. On est d'une certaine manière dans une version du présentiel enrichi. Et oui, ça demande, bon, en fait, Pierre disait, vous avez toute une équipe d'animation hier. Je dirais dans la présentation hier, je faisais ma présentation, je surveillais le chat, je faisais un petit peu tout ça en même temps. C'est sûr que ça demande de l'attention. On a évidemment à s'approprier un certain nombre d'aspects techniques, prendre en main la plateforme. Donc, on a un certain nombre de webinaires pour ça. Maintenant, il y a du soutien qui est donné directement par les TI pour les problèmes techniques. Quant à la gestion de l'activité Zoom, c'est quelque chose qui fait partie des habiletés qui doivent être développées par tout professeur ou enseignant qui l'utilise. On est là pour vous donner du soutien pour arriver à développer ces habiletés-là. Nous ne sommes pas en mesure de fournir du personnel qui va le faire à votre place par ailleurs. Donc, je voulais apporter ces précisions-là et puis donner quelques encouragements pour les cours de langue. Pour mon fils, en fait, lui, ça s'est très, très bien passé. Ça a été un des cours qui s'est le mieux terminé. Donc, je voulais vous donner quelques idées qui n'étaient pas les miennes, mais celles de sa prof d'allemand. Merci. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation à ce deuxième webinaire officiel, 4e officieux. Il y en a un cet après-midi, donc on parlera notamment d'alignement pédagogique, de progression, des objectifs cognitifs d'activité, etc. On va essayer de débroussailler tout ça. Donc, c'est à compter de 14h, 14h30, vous m'excuserez, j'oublie mon propre agenda. C'est à compter de
14h, pardon, de 14h à 15h. Donc, je serai avec mes collègues Guylaine et Hélène. Merci encore aussi pour vos encouragements, vos bons mots. Ça fait vraiment plaisir. Je pense que ça fera plaisir aux collègues aussi qui participent, qui ne sont pas devant la caméra. Voilà. Merci à toutes et tous.